Alors, je retrouve cette semaine, en deuxième partie, mon invité, Angelo Rubino. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. L'entreprise familiale, tu me disais d'entrée de jeu que tu quittes ça, tu vas rester actionnaire. Vous avez quand même effectivement changé la donne des dernières années. Là, vous avez pris ça en main, puis vous avez voulu comme amener ça à un autre niveau, l'entreprise? Ben, ça fait 15 ans qu'on l'a repris. Mon père, il a été assez intelligent pour dire à un moment donné qu'il ne comprenait pas la nouvelle réalité. Technologie, tout ça. Il y avait l'émergence des technologies, les sites transactionnels, les médias sociaux. Nous, ça l'a amené notre business à un autre niveau. Les médias sociaux, ça l'a permis de donner plus de visibilité. Et quand on a commencé le commerce en ligne, c'était pas aussi populaire que maintenant, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ça représente une importante portion de nos ventes. Fait que la business, elle a évolué. On a dû changer un petit peu la direction. On a dû changer le branding, le décor des magasins, changer aussi la sélection. Avant, on était beaucoup dans l'importation. Maintenant, on est 100% des chaussures de marque. Donc, on vend les plus grandes marques. OK. Fait que c'est sûr que ça l'aide d'avoir les marques populaires. Vous étiez plus dans l'importation italienne et les chaussures italiennes, qui habituellement, c'est les meilleures, là. Ben, en tout cas. Ouais, mais moi, quand je me cherchais des bonnes chaussures, il y a 20 ans, 30 ans, 35 ans, les gens regardaient beaucoup Made in Italy. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus cette culture vraiment. Tu sais, les jeunes, ils s'en foutent, là, ils veulent Nike. Puis même pas Nike, Jordan. Ouais. Fait que tu sais, il fallait faire un shift. Nous, aujourd'hui, comme tu prends la saison d'hiver maintenant, la plus grosse marque, c'est Uggs. Si t'as pas Uggs, je pense pas que les gens ils s'intéressent à des chaussures italiennes en ce moment. Dans le surtout pas au Québec. C'est pas vraiment le climat pour ce type de chaussures qui sont magnifiques. À 5 degrés l'hiver, 10 degrés, t'es correct, mais ici, ça prend des bonnes bottes, ça prend des produits de qualité. Fait qu'on a une belle sélection, puis des produits athlétiques. On s'entend que durant la COVID, c'est tout ce qui se vendait. Tout ce qui était le département de l'habillé, la chaussure de dress. Mais non, ça a pris le bord. Là. Le monde était tout chez eux, il voulait être confortable. Ça a été fou, tu sais. Fait que, nous, les dernières années, il y a eu une croissance vraiment importante. On a relocalisé certains magasins. Fait que ça va super bien. Cette année, malgré le contexte économique, ça a été extrêmement bien. Fait qu'on touche du bois puis on continue de travailler fort. Je pense que on a une belle place dans le marché du Québec. On est dans le cœur des gens. Pourquoi? Je pense qu'on est une famille impliquée. On essaie de redonner. Je pense qu'on a un bon service en magasin, on a une bonne sélection, on est proche des gens. Puis le fait aussi que depuis 10-15 ans, on investit en immobilier, un peu comme tu as fait ici. Okay. Il y a beaucoup de places. À peu près la moitié de nos magasins sont dans nos bâtisses. On se paye un loyer à nous-mêmes. Ça a rendu qu'on est pas mal plus solide aussi. Puis on n'est pas à la merci des autres, là, de propriétaires. Fait que c'est ça, je pense que c'est une belle business. Vous avez fait des bons moves administratifs, des bons moves de business. Mais là, tu quittes, c'est un choix, tu vas aller vers autre chose. As-tu des nouveaux défis? Tu veux plus te consacrer à Grain d'Espoir? Parce que je veux que tu m'en parles aussi là, de ta mission à travers ça. En ce moment, je me concentre sur la personne la plus importante qui est moi dans ma vie. Il faut que je sois mieux. Il faut que j'essaie J'ai pas eu beaucoup de pauses pour... Tu sais, quand tu regardes le parcours, là, je finis le secondaire, je m'en vais au cégep en 2 ans, le bac en 3 ans, après ça, le barreau, après ça, j'ai fait mon stage. À travers ça, la consommation, la réhabilitation, les thérapies. Exact. Un enfant, j'ai envie de vivre. Là, je travaille sur des projets peut-être un peu plus... Moins payants, mais plus nourrissants. Puis qui vont me nourrir plus, exactement. Fait que, tu sais, je suis rendu à un point où est-ce que, tu sais, l'aspect financier, c'est plus vraiment un problème. Je peux faire des choses qui vont me passionner. Fait que je sais pas exactement c'est quoi que je vais faire. Tout ce que je sais, c'est qu'en ce moment, j'essaie de m'améliorer, de devenir une meilleure personne, d'aller chercher les choses qui me manquent pour être encore mieux. Tu sais, je suis comme dans cette urgence de vivre, d'être bien, d'être heureux. De rendre les gens autour de moi encore mieux, plus heureux. Fait que je travaille là-dessus. Puis le podcast, ben c'est sûr que j'aimerais ça continuer. Là, je sais pas exactement, on avait plusieurs épisodes qui avaient été comme préenregistrés. Là, je sais pas c'est quoi la suite. Puis je laisse la vie décider. J'essaie
de plus avoir de contrôle sur qu'est-ce qui va se passer. Parce que Pas trop t'imposer non plus. Oui, c'est ça. Tu sais, quand c'est... Ben, la co-animatrice est rendue occupée, là, elle est de retour à la radio. Ben oui, si Marie-Pierre, ben oui. Moi, je suis certainement pas la personne qui va courir après les gens, qui va commencer à supplier de quoi que ce soit. Si c'est le projet, puis on doit le continuer, puis que ça vaut la peine, on va le faire. Mm-hmm. On est arrivé à 25 épisodes. Pour moi, là, c'est une grâce. Je suis dans la gratitude. Mm-hmm. C'était même pas supposé être ça. Mm. Tu sais, quand je l'ai rencontré, Marie-Pierre. Oui, à quel moment est arrivée dans ta vie, Marie-Pierre? C'est toi qui es allé la chercher avec son moment difficile? C'est qui a tendu la main? Qui nous a... OK. Parce que ce qui est arrivé, c'est que en 2020, à sa fête, en juillet, elle a été cancellée. Il y a eu un article qui est sorti. Puis quelques mois après, elle a décidé d'aller en thérapie. Et est allée en cure au MRCP, qui est la maison des femmes des maisons Pellado. Donc, il y a le pavillon Pierre Pellado qui est homme seulement et MRCP. C'est dans 2 villes dans les Laurentides, mais ne sont pas loin une de l'autre. 2 places merveilleuses, by the way. Si jamais vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a besoin d'aide, là, c'est des... C'est important pour Pierre Pellado, pour connaître un petit peu la famille Pellado. Là. Je sais que c'est important pour eux. Là, ça, c'est une de leurs... Ils se sont impliqués dans plein de choses, là, mais je sais que ça, c'est je sais que toi, tu es impliqué un petit peu avec TVA et tout ça, mais les frères, tu sais, Jean et Éric sont sur le CA encore des maisons Pellado. Exact. Puis eux, ils redonnent beaucoup là, à cet organisme-là. Moi, j'ai la chance d'être sur le conseil d'administration. OK. Fait que c'est pas pour ça que je dis que c'est une belle place, mais tu sais, ils m'ont demandé de siéger. Il y a le président du conseil qui est Gilles Barry, c'est un ancien ministre. Oui. Lui est très impliqué pour la cause de la dépendance. Il a été un des fondateurs du pavillon du Nouveau Point de Vue à Lanoraie. En tout cas, et ils m'ont demandé de m'impliquer et de les aider à certains niveaux. Fait que j'ai eu à collaborer avec Jean et Éric et tout ça. Fait que tu sais, c'est vraiment une grâce pour moi de pouvoir m'impliquer avec cet organisme-là que j'aime beaucoup. C'est vraiment une place où est-ce que les gens... Ça sauve... Carrément, on sauve des vies. Là. Carrément. Puis nous, avec Grain d'Espoir, les fonds qu'on ramasse, il y a une partie qu'on les remet dans leurs fonds. Vu que c'est une thérapie qui coûte quand même cher, c'est rendu comme 5 000 $. Il y a des gens qui vont arriver qui ont juste 3 000 mais ils veulent vraiment le faire. Fait que là, ils peuvent demander l'aide. Puis je sais que, et en plus, en étant sur le CA, que les fonds qu'on leur donne... Tu peux voir où est-ce qu'ils vont, là, vraiment. À 100 %. Il n'y a pas $1 qui va aller pour payer quelqu'un ou pour réparer le toit ou pour... C'est vraiment 100 %. Ça sortir un salaire. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des fondations qui se créent pour créer des jobs aussi. Ben, tu sais, mais c'est pas le cas de toutes les fondations. Là, j'ai pas envie de critiquer, mais moi, j'ai fait un choix avec ma famille, puis c'était ma décision de m'éloigner des grosses fondations, où est-ce que 100 000 $ pour eux, c'est comme des peanuts, puis... Il y a ensuite, comme 1000 pièces qui arrivent vraiment aux gens t'as des gens sur leur CA qui font des salaires de 250 000 $. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je suis impliqué avec le Book humanitaire à Saint-Jérôme. Hier, on a fait la marche de la bienveillance. Oui. Et c'est tous des bénévoles. Il n'y a pas personne qui est rémunéré. Quand on leur donne $1, ça va à des personnes en situation d'urgence. Fait que quelqu'un qui sort de l'hôpital, il n'y a pas de bottes d'hiver, il est nu-pied, il appelle le Book, ils vont y amener des bottes. Ils ont un frigidaire qui est communautaire. Ils nourrissent de 500 à 800 personnes par jour. Ils ont un VR qui se promène à travers le Grand Montréal pour aller donner des soins à des personnes en situation d'itinérance qui n'ont pas de carte soleil ou qui ne veulent pas aller à l'hôpital. Ils ont une escouade qui se promène la nuit jusqu'à 4 heures du matin pour aller voir des personnes qui sont dehors là, en situation d'itinérance pour leur donner des bas, des couvertes, pour leur demander s'ils sont corrects, pour leur donner du café. Mais c'est un organisme incroyable. Puis la fondatrice Rachel est venue sur mon podcast. Elle a gagné la loto. Puis elle a fait un pacte. Elle a dit, si je gagne, c'était pas une femme gambleuse, là, mais elle a acheté un billet cette journée-là. Il y a une voix qui a dit, achète un billet. Puis elle s'est dit, si je gagne, je vais dévouer ma vie à aider les gens. Puis c'est ça qu'elle a fait. Elle a gagné, puis elle aide les gens. Puis c'est 100%
un mouvement qui est volontaire, bénévole. Il n'y a pas personne qui est payé dans leur fondation. Alors moi, je faisais rire de moi avec ma fondation parce que je trouvais qu'il y avait une partie d'élèves que j'aidais pas. Fait que je m'étais dit, je vais partir une fondation. Mais je la fermais à chaque fois parce que, tu sais, je prenais l'argent, j'aidais les élèves. Tu sais, c'était pas pour m'ouvrir un bureau puis me sortir un salaire, puis etc. Fait que, tu sais, je ferme la fondation, je l'ouvre, je la referme. Tu sais, quand j'ai des moments où je peux le faire, je peux m'en occuper, de dire, ben, OK, là, j'ai eu tant d'argent, j'aide des élèves. J'accompagne des élèves gratuitement qui me sont référés par les écoles, mais je sais tellement ce que tu dis parce qu'effectivement, des fois, quand ça devient trop gros, ben c'est ça. Il y a des centaines de milliers de dollars qui passent sur des beaux divans à cuir quand tu arrives dans les fondations, puis sur, c'est ça, sur ben des choses qui ne vont pas nécessairement aux gens. Font, là, c'est juste, moi, j'ai décidé d'aller vers des fondations à taille humaine où est-ce que 10 000 pour eux, ça fait une grosse différence. C'est ça, c'est comme 1 million pour un autre. Là, exactement. Fait que c'est ça, je m'implique comme ça, puis je sais pas qu'est-ce qui s'en vient pour moi, mais je sais que Grain d'espoir, le podcast, il aide beaucoup de monde. On a eu beaucoup de visibilité sur nos épisodes, autant sur YouTube qu'en audio. Il y a des épisodes qui ont dépassé les 60 000 visionnements en visuel. Fait que ça fait partie maintenant du... C'est comme un autre outil en rétablissement. Oui, puis ça va rester là. Puis surtout, avec la dépendance, ben, d'écouter ça dans le confort de ton foyer ou en t'en allant tout seul dans l'autobus ou peu importe. Tu sais, si tu vis ça secrètement, fait que ça te permet d'avoir des ressources puis d'entendre des gens qui ont vécu la même chose que toi. Là, tu vois qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose. Quand c'est rendu, il y a des maisons de thérapie qui font écouter les podcasts à leurs résidents. Ça, là, c'était le plus beau cadeau qu'on peut pas avoir. Tu sais, il y a des gens en thérapie qui sortent puis ils nous disent « Hey, j'ai écouté le podcast en thérapie, puis maintenant, j'en manque pas un. » Puis moi, qu'est-ce que je te disais tantôt, c'est que quand j'ai lancé ça avec Marie-Pierre, la façon que c'est arrivé, c'est que... Moi, c'est ça, on disait ça. Comment tu l'as rencontré? comment c'est arrivé dans sa vie? Elle a été cancellée en 2020. Elle a fait une thérapie au MRCP. Puis, my God, j'ai fait une grosse parenthèse. Oui. Mais nous, les anciens du PPP et du MRCP, donc des maisons Pellado, il y a un meeting à Montréal qui est ici à Huntsic. OK. Fait que c'est là que je vais le lundi. Et j'étais arrivé un lundi, puis elle était là. Donc, elle venait de sortir de thérapie, puis elle a commencé à faire des meetings. Et je savais très bien c'était qui, mais je ne la connaissais pas. Puis je savais qu'est-ce qu'elle venait de passer. Parce que toi, tu as pu vivre ça plus dans l'ombre. Elle a vu ça. Elle a vécu ça avec toute... Comme personnalité publique, ça a été tough. Puis à un moment donné, ben, tu sais, à travers les réunions, on s'est parlé. Puis là, j'ai dit qu'est-ce que je faisais dans la vie. Et elle a dit, oh my God, c'est intéressant, on devrait se rencontrer. À l'époque, elle habitait au Plateau. Nous, on a un magasin sur Papineau, Mont-Royal. Puis on a un Mr. Puffs juste à côté. Fait qu'on est allé prendre un café, on a jasé, puis on s'est dit, on devrait faire quelque chose ensemble pour la dépendance. Puis cette année-là, il y avait la marche de la sobriété. Fait que Marie-Pierre, elle s'est comme impliquée pour la marche. Donc, on a essayé de lever des fonds. Et moi, j'ai un podcast que je venais de lancer, là, ça faisait comme un an, là, qui était un espresso avec Angelo. Ça, celui-là est arrivé avant le Grain d'espoir. Oui. OK. Là, j'ai dit, hey, tu sais, j'ai un podcast. Puis moi, c'était ça mon but, c'était qu'elle vienne sur le podcast. Puis j'ai dit, si tu pourrais venir. Viens à mon podcast. Oui, tu pourrais venir. C'est pas comme trop mainstream. Puis là, tu vas avoir 1 heure. C'est pas une entrevue comme 10 minutes pour parler de ton processus. Puis je sais que ça va aider des gens. Fait que là, ça a été un long... Tu sais, il a fallu qu'elle parle, puis il y avait son équipe, puis les gens, ils se posaient des questions si c'était un bon move. Tu voulais pas avoir l'air non plus de victimiser ou d'avoir l'air de justifier certains comportements en disant j'ai un problème d'alcool ou de drogue. Puis, tu sais, elle avait été à Tout le monde en parle, puis ça n'avait pas été un gros succès, son retour à Tout le monde en parle, puis elle avait été très critiquée aussi parce qu'elle n'a pas parlé de la substance. Puis la substance, en réalité, on s'en fout. Hein. C'est une dépendance, c'est ça. Ça ne change rien. Mais en tout cas, finalement, elle a décidé de le faire. J'ai commencé à parler avec... à l'époque, il y avait son gérant puis l'attaché de presse. Puis on s'est dit, tiens, on pourrait faire ça puis en même temps annoncer un projet. Puis une façon de lever des fonds, mais à l'année. Et eux, ils ont dit, on pourrait vendre un produit. Fait que j'étais comme, ben ouais, c'est une bonne idée. Son gérant, il avait dit, on pourrait faire des chandelles. Tu sais, le rétablissement, la méditation, une chandelle avec des petits mots, des pensées, des choses de même. Moi, la semaine d'avant, j'avais un podcast que je fais, puis j'avais invité mon ami qui est chez Café Brossard, c'est une entreprise familiale. Anne-Sophie Brossard est allée au Collège Laval avec moi. Puis là, je l'ai invitée à venir parler. Elle parlait de café, puis je sais que dans les salles, il y a beaucoup de salles qui utilisent du Café Brossard.
Dans les réunions, il y a tout le temps du café, by the way. Puis c'est tout le temps gratuit. Là, j'ai dit, hey, toi, t'en fais beaucoup pour la marche de la sobriété. J'ai vu que vous avez commandité, tout ça. Elle dit, ouais, on en fait beaucoup. Puis je t'épargne tous les autres détails, mais dans sa famille, disons qu'il y a des gens qui sont passés par le même parcours. Là, je dis, ah, c'est cool. Puis là, elle m'a dit qu'ils font aussi beaucoup de private label. Ils font du café pour d'autres. Puis quand elle m'a dit le café italien qui avait du café brossard, ça m'a jeté en bas de ma chaise. Je ne croyais pas que ce café-là vendait du café brossard. Puis là, j'ai dit, mais tu pourrais me faire un café pour moi, private label. Elle dit, bien sûr, c'est facile pour nous. Fait qu'étant qui je suis, je me suis dit, on devrait lancer un brand de café. Laisse faire tes chandelles. En même temps, c'est quelque chose que tu peux consommer. C'est une des affaires les plus bues dans le monde. Puis c'est très relié au rétablissement. C'est très intimement lié au rétablissement. Puis une des tâches quand tu arrives dans des réunions, c'est de faire le café. Pourquoi? Parce qu'en faisant le café, ben, tu n'as pas le choix de parler à tout le monde qui prend un café. Bref, j'ai dit, on fait une affaire de café. Puis j'ai dit à ma père, on pourrait faire un podcast on parle de dépendance. Puis, tu sais, elle ne voulait pas devenir poster child du rétablissement. Elle ne voulait pas être associée au rétablissement toute sa vie. Fait qu'elle avait dit, on peut faire 10 épisodes, on aurait fait le tour du sujet. Je suis parti en voyage. Puis pendant ce temps-là, l'équipe au bureau chef de Rubino, il y a Carl qui a imaginé le nom Grain d'espoir pour, tu sais, semer une graine d'espoir. Puis en même temps, les grains de café. Grain de café. Fait qu'il y a eu plusieurs noms qui ont été mis sur la table, mais ce nom-là, ça l'a vraiment comme... Ça l'a collé avec tout le monde. Puis en quelques jours, on avait le café, on avait le branding, puis on a enregistré notre premier épisode. Puis la première personne qui a accepté, c'était Étienne Boulay. Fait qu'Étienne, qui est très impliqué pour le rétablissement, il est venu sur le podcast, puis c'était le premier de l'Union des artistes à vouloir s'associer avec Marie-Pierre depuis comme son retour. Fait que c'était quand même gros, puis... il est venu sur le balado, puis je peux pas te cacher que ça a fait le tour du web, ça m'a fait parler beaucoup de monde. Après ça, j'ai donné une entrevue à LCN. Le sac de café, ça s'est vendu comme très rapidement. C'est encore disponible, rubinochoose.com/espoir. On vend ça au coût de 20$, puis on paye le café. Il y a au-dessus de 15$ qui est remis à la cause. Fait que nous, on fait pas d'argent avec ça. Fait que tu sais, l'année 1, on avait remis plus que 150 000$ à 3 maisons de thérapie. Encore une fois, des plus petites maisons que les fonds vont pour aider des gens qui veulent se rétablir. Puis c'est ça. Fait qu'on a fait... Mais en décembre, on va publier le 25e épisode. Fait que déjà, ça a dépassé le plan initial. Après, ça prend du temps. Ouais. Ça prend de l'argent. C'est une grosse production. On a, 5 caméras, 4 micros. Nous, c'est des gens... Alexton qui font tout le montage, la réalisation. Il y a une préparation qui vient avec ça. Fait que, tu sais, je sais pas si ça va continuer ou pas. Honnêtement, je sais pas. Puis, tu sais, si ça arrête, tu as une mission accomplie avec ce podcast-là. Là, je pense que oui. Puis, tu sais, si ça continue, peut-être ça ne sera pas dans le format actuel. Peut-être ça va continuer dans le format actuel. Oui, parce que Grain d'espoir, là, oui, vous avez lié ça à la dépendance de la dépendance. Mais, tu sais, Grain d'espoir, là, ça peut s'élargir aussi. Là. Tu sais, ça peut prendre d'autres tangentes en ramenant une fois de temps en temps, justement, les problèmes de dépendance. Mais, tu sais, l'espoir, là, c'est dans plein de choses. Là. Ça peut être dans la maladie, ça peut être dans toute forme de choses. Exactement. Là. Donc, il y a plein de gens qui écoutent le podcast, puis c'est pas des gens qui sont en rétablissement, qui ont une dépendance, puis ils nous le disent. Tu sais, hier, à la marche, il y a une fille qui m'a dit que merci, elle est venue me remercier pour le podcast, j'écoute tous les épisodes, puis là, j'ai dit, t'es-tu en rétablissement? Puis elle a dit non, mais j'aime vraiment ça me fait du bien. C'est le fun de voir que ça touche beaucoup de monde. Quand on a fait les enregistrements publics, nous, ça va sur le web puis on ne voit pas les gens, right? Non. Quand on a fait les enregistrements publics, on en a fait 2. Moi, j'ai été jeté à terre. On vendait ça 30$ le billet et c'était sold out. Et il y avait des jeunes, il y avait des personnes plus âgées, il y avait des femmes, des hommes, il y avait des gens de toutes les races. Il y avait des madames arabes, il y avait des... Puis là, moi, ça m'a comme vraiment surpris parce que on les voit pas qui regardent nos affaires. Puis j'étais comme, c'est tellement diversifié, ça touche tout le monde. Il y avait des mamans que c'est leur enfant qui a un problème. Fait que le podcast, ça leur fait du bien de mieux comprendre. De mieux comprendre comment réagir, tout ça. Sur le podcast, là, des gens nous disent, vous devriez avoir des gens pas connus. On a eu la moitié des épisodes, c'est des personnalités connues. France Castel, Sylvain Marcel, Étienne Boulay, F. Salvaille et j'en passe.
Mais l'autre moitié, c'est des gens pas connus, là, des gens complètement... il y a eu une jeune fille de 17 ans qui venait d'avoir 18 ans qui se rétablit. Il y a eu des gens de tous les milieux. Fait que c'était vraiment cool de voir que cette maladie-là, elle affecte et elle touche plein de monde différents, tu sais, puis il n'y a pas un visage à la dépendance. Non. Fait que Non, puis de ceux qui ont des personnes autour d'eux qui ont de la dépendance, puis que justement, que ça leur permet de comprendre les choses. Puis moi aussi, j'aime ça aller rencontrer à la rencontre, d'aller à la rencontre quand je déménage mon podcast, puis que je fais des salons. C'est mes plus belles rencontres. Tu sais, j'adore mes rencontres comme je fais aujourd'hui, mais tu sais, d'aller rencontrer monsieur, madame, tout le monde aussi, c'est différent. Tu sais, je suis surprise à chaque fois de ce qui sort des gens que je kidnappe un peu là, en Vox Pop pour que, tu sais, que vraiment, là, ça a vraiment un impact différent. Fait que, donc, là, ça, le Espresso avec Angelo, ça continue, ouais, ce podcast-là? J'ai d'autres épisodes. J'ai 2 autres qui ont été déjà enregistrés. Je n'en ai enregistré un la semaine passée. J'ai un petit studio comme ça dans le bureau chef de Rubino, donc j'enregistre là-bas. Puis on va avoir une prochaine invitée, Claudine aussi, qui va venir. Fait que ça, je continue, puis j'aborde plein de sujets différents. Des fois, ça peut être relié à l'entrepreneuriat, des fois, ça peut être relié à la santé, à l'équilibre avec le travail-famille. J'ai des gens qui m'inspiraient, tu sais. J'ai eu des journalistes là-dessus. Il y a eu Varda qui a participé. Il y a eu plein de gens connus, des gens pas connus. Fait que c'est le fun, le podcast. Ça te permet de rencontrer des gens puis de... Puis ça dure le temps que ça dure. Il y en a qui se limitent à une demi-heure. Moi, je dis non, regarde, si c'est 3 heures, on aura 3 parties, puis ça va s'arrêter là. T'sais. Mais là, t'avais-tu un 3e podcast aussi? Avais-tu un autre? Alors, j'ai commencé avec Jason Rockman, qui était à Chaume FM. Là, il n'est plus chez Chaume, mais on a commencé la division anglophone du podcast. Je me disais, j'ai tellement de fun, pourquoi pas le faire en anglais? Puis c'est un tout autre univers. So, we started Grain of Hope, parce que Grains of Hope, ça sonnait bizarre, fait Grain of Hope, comme a grain of salt. Et Jason, c'est un homme incroyable. Lui, il vient d'avoir 50 ans. Il a 30 ou 32 ans de rétablissement. Fait qu'il est rentré dans une salle, il était tout jeune, c'était un bébé. Il rentre dans une salle, puis il n'a plus jamais consommé de sa vie. Puis lui, son parcours, il y avait un band heavy metal, là. Il a joué pour Ozzy Osbourne, des grosses bandes. Il était aux États-Unis, LA, tout ça. Fait que on a commencé en anglais. On a fait quelques épisodes. On a eu des gens comme Chris Nyland, Knuckles, l'ancien du Canadien de Montréal, l'homme fort du Canadien, qui avait une dépendance à Percocet, tout ce qui était les painkillers, les médications de même, et après ça, l'héroïne. On a eu Eva Avila, une chanteuse qui a gagné Canadian Idol il y a 16 ans. Elle est venue, était en voyage à Montréal parce que maintenant, elle habite en Italie. Elle est mariée avec un Italien. Pauvre elle. Qui prend mari, prend pays. Exact. On me dit. Fait qu'elle a participé au podcast. On a eu des gens aussi pas connus. Fait que j'ai commencé à en faire en anglais. Est-ce que je continue en anglais? I don't know. Mais c'est le fun, tu sais. Puis on a les équipements. Quand tu as envie d'enregistrer, on peut enregistrer. C'est pas supposé être compliqué, anyways, un podcast. Non, exactement. Des fois, on se complique la vie. On n'est pas une grosse production. Là, non, c'est ça, exactement. Puis là, tu as un mariage à préparer aussi, un mariage italien, ça se prépare, là. Bien, surtout que ma femme, elle change beaucoup d'idées puis d'avis. Fait que je la laisse... fait que ça a changé beaucoup d'emplacement, mais on veut se marier à l'extérieur On se marie en Italie. C'est juste que ça allait changer beaucoup de place en Italie. Fait que là, je suis allé prendre des décisions. C'est supposé se régler cette semaine, d'ailleurs. Oh là là, il y a des chanceux qui vont être là. En tout cas, peut-être avoir un faire-part, on sait jamais. Si jamais je fais un podcast avec Angelo, tu voyages en Italie. Écoute, moi, c'est tellement un bel endroit. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au père? Oh! Mais moi, ce que je souhaite réellement, c'est que mes enfants ils soient heureux. Tu sais, j'ai envie qu'ils grandissent, puis ils sentent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, puis ils soient heureux. Fait que moi, puis qu'ils soient en santé. C'est l'affaire principale. Moi, si tu parles de peur dans la vie, moi, c'est d'avoir un être cher qui a quelque chose qui est malade. Tu sais, la femme de mon frère, la femme de ma soeur, le mari de ma soeur, François Carl, lui, il a eu un cancer à l'âge de 5 ans. Tu sais. Je pense qu'il a fait 100 semaines de traitement à l'âge de 5 ans. Puis ils ont 3 enfants. Fait que, tu sais, ça met beaucoup de choses en perspective quand tu dis « Hey, je suis vraiment dans la gratitude d'avoir des enfants en santé. » Puis ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. Tout le reste, ça va se placer. Secondaire.
Les projets, l'entrepreneuriat, les nouveaux projets, pour moi, en ce moment, c'est pas ma priorité. Je veux focuser sur le bien-être, puis ma famille, mes enfants. Fait que passer le plus de temps avec eux possible, vivre des expériences, tu sais, au-delà du matériel, vivre des expériences avec eux, qui vont se rappeler, tu sais, qui vont se rappeler toute leur vie. Puis toi, tu te vois où dans 5-10 ans? As-tu comme des rêves, justement, soit d'affaires ou de... Non, t'es-tu... Moi, je vis pour aujourd'hui, puis c'est ça le rétablissement, c'est juste pour aujourd'hui, puis je me Dans le suis moment jamais présent. dit, là, je consommerai plus jamais de ma vie. On se dit jamais ça. On sait pas, demain. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, là, j'ai pas envie de consommer. Puis je vais faire en sorte que demain, ce soit la même chose. Fait que je sais pas dans 5-10 ans, tu sais. C'est sûr que j'ai ma citoyenneté italienne, puis mes enfants aussi. Est-ce que j'aimerais ça faire quelque chose en Europe? Honnêtement, ça me trotte un peu dans la tête, puis tu sais, je sais Ouais. pas c'est quoi la possibilité. Ça se peut que tu déménages en bon québécois. Là. Peut-être Ça pas se peut déménager à non. temps plein, mais Aller tu sais, faire des choses là-bas. j'aime vraiment Montréal. J'aime vraiment notre ville. Tu sais, c'est très diversifié puis très sécuritaire. On est vraiment chanceux, là. Tu sais, on ne réalise pas la chance qu'on a. Mais de faire quelque chose ou d'avoir quelque chose, surtout comme dans le sud de l'Italie, de où est-ce que ma famille vient, c'est là, les racines. Puis il y a comme une sensation bizarre quand je vais là-bas. C'est, tu sais, on dirait que c'est vraiment de là, tu sais, que c'est where you belong. C'est de là que tu viens, tes racines. Tu le sens, là, vraiment. C'est une autre Tu as sensation. peut-être été là dans une autre vie. Dans le village à mon père, il y a une rue qui s'appelle Angelo Rubino. Fait que définitivement que j'ai été là dans une autre vie. Moi, j'ai le nom de mon grand-père. Oui. Puis mon fils, il a eu le nom de mon père, Vincenzo. Fait que, tu sais, c'est une tradition italienne qui est vraiment importante. Pour mon père, en tout cas, c'était vraiment important. Tu sais, depuis qu'on est tout petit, il nous posait tout le temps la même question. Si tu as un enfant, gars, comment tu vas l'appeler? C'était vraiment pour lui une priorité. Genre, c'est la plus grande forme de respect que tu peux donner. C'est comme s'il continue à vivre à travers. Tu reconnais, oui. Ouais, c'est fou. C'est le plus grand signe de reconnaissance de. Fait que, ouais, je l'ai fait. Puis, je suis content. Là. C'est un beau prénom, Vincenzo. Ouais. C'est un beau prénom. Puis lui, mon père, étant qui est, ben là, c'est sûr qu'il est encore plus proche de Vincenzo parce que c'est son Vincenzo. Puis cette année, il y a quelques. C'est sa continuité, c'est sa longévité, là. Son bâton de jeunesse. On est en train de construire une maison dans le village de mon père. On est allé en début octobre, puis j'ai amené Vincenzo avec moi. Parce que, bon, lui, il ne va pas à l'école, ma fille est à l'école. Et mon père, il se promenait avec Vincenzo dans le village, puis il était comme, ça, c'est Vincenzo, le fils d'Angelo Rubino. Parce que, tu sais, moi, j'ai le nom de son père. Fait que c'était comme une fierté, là. Il se promène comme si il y avait un trophée, là. Tu sais, quand les gars, ils gagnent la Coupe Stanley ou la Coupe Grey, puis ils se promènent, là, puis ils sont comme, lui, il se promenait avec son Vincenzo. Fait que, tu sais, de le voir comme ça, moi, ça me rend heureux. Fait que, tu sais, il n'a pas été vraiment de même avec nous. Fait que, par extension, c'est comme si maintenant, je ressens ça. Fait que c'est le fun de le voir plus démonstratif, affectueux avec les enfants. Oui, c'est que c'est en lui qu'il n'a pas pu nécessairement le faire. Ouais. Mais lui, sa vision, c'était qu'il faut que je sois tough pour qu'il devienne tough. Parce que sinon, ils vont... La vie est dure. Puis c'est vrai que la vie est dure, puis la vie n'est pas juste. Tu sais, la vie, elle n'est pas juste. C'est pas parce que tu es une bonne personne toute ta vie que tu vas mieux réussir et que tu tomberas pas malade. La vie est injuste. Il faut que tu acceptes ça quand tu es petit. Il faut que tu comprennes ça quand tu es petit. Il faut pas que tu penses que les gens ils te doivent quelque chose. Non. Il faut que tu fasses ton propre destin. Vraiment que tu puisses, toi, améliorer ton sort du mieux que tu peux. Pas attendre après les autres non plus. Puis ça fonctionne pas. C'est pas nécessairement la faute des autres. On parlait de tradition. Qu'est-ce que tu préfères dans les traditions italiennes? Le fait qu'on mange ensemble. Ça, c'est une des affaires que mon père, par contre, il a tout le temps été là pour souper en famille. Puis lui, si tu n'étais pas là, il fallait que tu aies une bonne raison. Il va t'appeler puis il va t'harceler de « Hey, on mange à telle heure, après tu feras qu'est-ce que tu veux, puis avant, fais qu'est-ce que tu veux. » Mais d'être assis à table puis de prendre le temps d'être la famille ensemble, ça, c'était vraiment important. Puis tu sais, même dans ma vie, plus tard, quand je me suis fait des blondes, le dimanche, il fallait que je retourne à la maison. Puis là, mes grands-parents venaient à la maison. Puis souvent, mes blondes ne comprenaient pas, tu sais, pourquoi on est obligé d'aller, tu sais, pourquoi tu es obligé d'être là. Mais c'était comme... Tradition familiale. Tradition. C'est comme si, à l'entour d'un repas, c'est là qu'on partage vraiment notre attachement, nos traditions. C'est là qu'on parle, c'est là qu'on se rappelle. Fait que, tu sais, ça, pour moi, c'est le fun. Puis mon père, c'est lui le cuisinier.
C'est lui qui... Puis c'est vraiment une passion. Puis il m'a transmis ça aussi. Fait qu'à la maison, c'est moi qui cuisine. Qu'est-ce que tu cuisines le mieux? De tout. Je suis vraiment bon. Ouais. Tu peux demander à Shani. Mais ouais, tu sais, puis là, en ce moment, je fais une diète slow carb. OK. Là, je fais pas de pâtes, mais je vais en faire pour les enfants, exemple. Mais peu importe c'est quoi, j'aime vraiment préparer aussi des mets. Puis tu sais, mon père, depuis qu'on est petit, il nous a impliqués dans la cuisine. Puis il nous a montré à faire des choses parce qu'il a dit, si tu attends pour les autres, tu vas attendre longtemps. Oui, puis c'est bien parce que cette génération-là cuisinait moins avant. Là, tu sais, on disait justement. Mais mon père, lui, ses sœurs, tout ça, il a été élevé avec des femmes, mais tu sais, il a appris tout de suite. Puis je me rappelle, là, quand j'étais jeune, il appelait sa sœur puis il demandait comment faire telle affaire. Puis il disait, tu fais ça, 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 ça. Fait que tu sais, il a élaboré comme lui-même ses propres affaires, sa propre façon. Mais tout le monde le dit dans ma famille que mon père, c'est vraiment un bon cuisinier. Puis l'affaire aussi, c'est qu'il fait des choses puis il est rapide. Il ne passera pas 3 heures à préparer quelque chose. C'est comme rapide, puis c'est efficace. La cuisine italienne, c'est simple. C'est peu d'ingrédients. C'est efficace. C'est pas des affaires qui sont marinées pendant des heures avec des sauces, puis des réductions de... C'est super simple, puis c'est ça que j'aime, la diète méditerranéenne. Et là, en ce moment, je prends une pause de comme qu'est-ce qui est carbs. Je me suis inscrit à un demi-marathon, Claudine. Fait que l'ennemi du coureur, c'est son poids. Fait que plus que tu es lourd, plus que c'est t'en as plus à traîner. Puis quand tu cours 21,1 km, fait que là, j'étais rendu dans les 230 livres. Là, je suis redescendu à 2,17. Je suis quand même 6 pieds 3. Ouais. Fait que c'est pas la grandeur puis le poids idéal pour un coureur. C'est pour ça que là, je suis allé prendre de l'aide. Là. Je vois un physio sportif pour avoir vraiment la bonne technique et tout ça. Mais définitivement que la santé en général... Puis là, des fois, je dis ça, puis c'est drôle, mais tu sais, j'essaie de traiter mon corps aujourd'hui comme un temple. Fait que je fais attention à ce que je mange. J'essaie de faire attention à... Tu sais, pour moi, c'est important, là, la spiritualité, et j'en passe. Puis tu parles de spiritualité, mais les Italiens sont reconnus pour être très croyants aussi. Et la religion a quelle place dans votre famille? Moi, ma famille, c'était pas des gens très pratiquants. OK. Mais mon père, tu sais... Une fois par année, il fallait qu'on aille. Puis il fallait qu'on prie pour comme mes grands-parents. La Madone. La Madone, puis ici, puis ça. Mais ouais, c'était pas... puis il était quand même mon grand-père, là, le maternel, c'était quelqu'un avant-gardiste un peu sur son temps. Tu sais, il était né en 1934. Mais lui, quand je parlais avec lui, il me disait, je pense pas que Dieu existe. Il me disait des choses de même. Puis il avait de la misère à expliquer... tous ces genres de choses qui se passent dans le monde, des enfants qui meurent, des gens qui pognent des cancers, ils disaient si Dieu existe, comment ça se fait que ça existe, ces choses-là? Fait que tu sais, c'est sûr que quand... Puis ça a été un gros modèle, mon grand-père. C'est lui le vrai entrepreneur dans ma famille. Là. C'est de lui, tu sais, lui il nous a amenés à New York, il nous a mis dans ses conventions d'affaires. C'était la tête... qui a pensé tout ça, là, cette c'est lui qui a dit à mon père, lance-toi en affaires, qu'est-ce que tu fais à travailler avec ton beau-frère? Lui, c'était un vrai entrepreneur, puis une bonne personne. Il a tout le temps aidé les autres. Même après sa mort, il y a encore des gens qui nous disaient, ton grand-père, il m'a vraiment aidé. La semaine passée, j'étais dans un café italien, puis quelqu'un qui m'a dit, qui m'a parlé de mon grand-père. Ça a été une figure marquante, puis une personne de cœur. Lui, c'était toujours... C'est important le parfum que tu laisses dans la pièce quand tu t'en vas. Lui, c'était du genre à arriver, puis il y a tout le temps des cadeaux, il y a tout le temps des choses, à redonner énormément. Fait que, tu sais, j'ai essayé de suivre vraiment, tu sais, les traces que lui, il nous a montrées. Fait que c'est définitif que ça a été une figure marquante. Puis, tu sais, si je peux être 10% de ce que lui, il a été, je vais être content. Parce que 100%, je pense que c'est impossible. C'est ton modèle. C'est un modèle que tu veux comme... que tu as comme pas ambition, là, mais comme modèle, dans le sens que tu aimerais ça être comme lui. Puis je sais que vous avez aussi des franchises. Tu disais justement, vous avez des Mr. Puff, tout ça. Ça, tu vas continuer ça à être entrepreneur. C'est toujours dans le groupe, mais dans le but de diversifier, à un moment donné, on a eu... Vos avoirs, tout ça, puis vos investissements. Puis on a eu des opportunités. Fait que, à un moment donné, quand on était investi beaucoup dans l'immobilier, là, tu as des locaux commerciaux à louer. Fait que notre idée, c'était... On voulait avoir des bons locataires.
Fait qu'on se dit, bon, mais pourquoi On va être nos locataires. C'est ça. On va être nos propres locataires. C'était assez simpliste comme vision, mais ça a bien fonctionné. Puis des fois, tu fais des mauvais coups. Oui. Même avec Mr. Puffs, on a perdu 600 000 cette année. Avec un de nos magasins, on était un petit peu trop arrogant, peut-être. Okay. En pensant que peu importe ce que tu vas faire, ça va fonctionner. Puis on a ouvert sur Maisonneuve au centre-ville. C'était 16 000 de loyer par mois, puis on a dû fermer le magasin. Il a fallu qu'on rembourse quand même les prêts parce que c'est nous qu'on était responsables. Fait que dans l'histoire, on a perdu à peu près 600 000 Ça a été une grosse défaite. Fait que c'est pas toujours rose. Mais ça en prend des choses. C'est plate à dire parce qu'on n'en veut pas, mais ça en prend des fois des situations comme ça pour se mettre en perspective. Mais juste de faire attention, c'est pas parce que tu achètes une franchise que c'est garant de succès. C'est pas parce que tu te lances en affaires que tu vas avoir un succès financier. Fait on a été chanceux dans le processus. Puis quand tu regardes sur le lot, on a 8 Mr. Puffs. Puis on a eu parmi ceux qui étaient le plus rentables en cause du volume, on a le territoire de la ville de Québec. On a les Mr. Puffs dans Québec, Montréal, puis le centre du Québec. Fait que dans des places que ça roulait à fond, fait que là, à un moment donné, tu te dis, bon, mais ça va tout le temps rouler. Tu perds un acquis, comme tu dis que c'est acquis. Comme si c'était un acquis, exactement. Fait que gros, puis ça, on n'en a pas parlé, là, parce qu'il n'y a personne qui se vante. Mais je te le dis de façon honnête. Ça ne veut pas dire que tous ces placements-là, c'était des bons. Là. Non, mais c'est ça être entrepreneur, c'est de faire des bons moves, des mauvais moves, des fois d'avoir des moves justement difficiles qui prennent du temps, avec il y a une anxiété qui vient avec ça, il y a des prêts. Si tu achètes une franchise demain matin, là, puis que tu n'es pas propriétaire du local, que tu paies un loyer à X, Y, Z, tu as des dépenses, ben il faut que tu sois prête à te dire que tu t'es acheté une job. Puis tu es chanceux si tu te verses un salaire, mais c'est très dur, là, rentabiliser ton investissement. Fait que nous, c'est sûr que, vu que c'était un real estate play, que tu te payes un loyer à toi-même, il y a cet aspect-là qui est intéressant. Mais est-ce que j'achèterais d'autres franchises? Aujourd'hui, on va dire, là, je suis... Non. Il y a des gens qui m'ont appelé, hey, ça m'intéresse m'acheter une franchise de Mr. Puffs. Puis j'ai dit... Pas le bon timing. Si tu as l'argent pour l'acheter, parce que ça coûte cher, moi, j'investirais dans d'autres choses si tu t'attends à un retour plus intéressant. Si tu l'achètes parce que tu veux t'acheter puis tu aimes ce type d'industrie-là, good. Mais si tu n'es pas un gars qui est opérant, qui va être là, oublie ça. Là, je veux dire, c'est de la restauration, on ne veut pas. Donc, ça a beaucoup changé avec la COVID, là, en tant que je suis dans le commerce détail. Oui, mais ça n'a jamais été facile, Claudine. Là, on met la faute de la COVID. La COVID a le dos large. Oui, sur bien des choses. Puis il y a plein de gens qui ont tiré la plaque durant la COVID, entre autres nos amis chez Aldo, qu'on va saluer, la famille Benzadoun, qui sont milliardaires, puis ont fait une faillite de 500 millions. Puis les gens qui ont payé, c'est toi, c'est moi, dans la faillite d'Aldo, parce que le Québec avait fait un prêt à Aldo de 40 quelques millions qui n'ont pas dû rembourser parce qu'ils ont fait faillite, mais ils sont encore opérants. Mais ils ont mis le dos sur la COVID. Mais ça fait des années qu'ils perdent l'argent. Ça marchait pas. Mais la famille, eux, sont très fortunés. Ils sont devenus très riches avec ça. Fait que c'est facile de mettre le dos sur la COVID. Les problèmes de personnel, ils étaient très réels avant la COVID aussi. Là. Je peux te le promettre que c'était pas facile de trouver des bonnes personnes. On vit dans une société où... Puis le commerce en ligne aussi, là, qui a changé. Non? Ben, nous, le commerce en ligne, tu sais... Est-ce que tu t'imagines une ville où est-ce qu'il n'y aurait pas de restaurant, où il n'y aurait pas de commerce parce que les gens font tout en ligne? Tu sais, en ligne, c'est la commodité, la rapidité. Puis les gens, on dirait là, que s'ils veulent revenir à ça, là, ils en ont eu assez là, de ne pas avoir le contact humain. C'est sûr que ça a diminué la réouverture des commerces. C'est quand même resté à un bon niveau en ligne. Parce qu'une fois que tu as cette commodité-là, tu sais c'est quoi que tu as besoin. Si moi, je sais que je porte des Converse 8 puis j'ai besoin d'un noir, mais je commande, je sais que ça va me faire. Moi, j'ai exemple, aller faire le tour des magasins, mais ça reste quand même le magasinage d'une activité par excellence. Puis quand tu regardes où est-ce qu'on vit au Québec, où est-ce que l'hiver, il fait vraiment froid, ça reste quand même quelque chose où est-ce que les gens ils passent du temps, ils vont se promener. C'est une activité. La restauration, ça va pas... Tu sais, mon cousin a déjà dit ça, tout le monde en parle, quand ils ont dit les cinémas, ça va disparaître, Netflix. Puis lui, il a dit, il y a des restaurants partout, mais tu as encore une cuisine chez vous. Fait que tu peux avoir un cinéma maison chez vous puis Netflix,
mais des fois, tu vas sortir. Tu sais, c'est une sortie aller au Cinoche. Oh oui, oui, oui. C'est une sortie aller magasiner. C'est différent. C'est différent de voir ça. Fait que, tu sais, ça disparaîtra jamais complètement. Après, l'expérience, elle a évolué. La réalité, elle a changé aussi. Fait qu'il faut que tu t'adaptes ou tu meurs, mais définitivement que, tu sais, il y a encore plus que 80-85% du commerce qui se fait dans du vrai, là, du humain à brick humain. and mortar, mortier, brique et mortier. Fait que, ouais, il y a effectivement 15%, 20% peut-être qui se fait en ligne, mais... Puis être entrepreneur, c'est de s'ajuster tout le temps. Là, c'est de tout le temps être des fois d'essayer d'être en avant des autres. Ouais. Quelqu'un qui veut se partir en affaires, un jeune qui veut se partir en affaires, tu donnes quoi comme conseil? L'entrepreneur, il dit quoi? Ben, sois authentique, sois vrai. Te lancer en affaires, il faut que tu aies du courage. Il faut que tu sois vraiment passionné par qu'est-ce que tu fais. Si tu n'aimes pas qu'est-ce que tu fais, c'est sûr que tu n'auras pas la discipline de le faire à tous les jours parce que je pense que c'est une discipline incroyable. Puis c'est sûr qu'il faut que tu sois prête à avoir moins de temps avec tes amis, avec ta famille. Tu vas... Peut-être qu'à la fin de la journée, tu vas faire moins d'argent que tu faisais en ayant un emploi. Il faut que tu sois prête à accepter ça. Ça ne veut pas dire que... Surtout dans les débuts. Ben absolument. Puis ça ne veut pas dire que c'est parce que tu es ton patron que maintenant tu vas avoir plus de liberté. Souvent, on a vendu l'idée que l'entrepreneur, il y a une liberté incroyable, mais moi, je te dirais que c'est le contraire. Tu deviens encore plus prisonnier de ton entreprise, puis il y a des gens qui dépendent de toi, autant tes employés, si tu en as, puis tes clients. Fait qu'il faut être vraiment prudent, tu sais. En ce moment, dans le contexte où est-ce qu'on est, c'est de plus en plus difficile de se lancer. Puis il y a bien des gens qui essaient de te vendre l'idée qu'il y a des façons faciles de faire de l'argent rapide. Puis on l'a vu durant la COVID avec qu'est-ce qu'il y avait, tout rapport à la crypto-monnaie. On a vu des gens qui voulaient s'enrichir en faisant rien. Tu sais, les overnight millionaire sensations. Quand c'est trop beau pour être vrai, ben c'est pas vrai, je te le confirme. Puis si c'est trop facile, il y a quelque chose qui va aller mal. Quand ça monte rapidement, mais ça redescend aussi rapidement. Fait que je sais pas si moi je suis la meilleure personne pour donner un conseil, mais tu sais, je pense c'est à refaire, est-ce que tu serais resté plus avocat? Est-ce que tu aurais gardé plus à toi? Non, parce que c'était pas, comme tu disais, c'est pas ma passion. Il faut que tu sois passionné pour faire ce travail-là. Puis, malheureusement, les gens que je connais qui sont avocats, c'est pas les gens les plus heureux dans la vie. C'est un travail qui est extrêmement stressant. C'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup de... Énormément. Puis, tu sais, tu as tout le temps de la pression. Puis, tes clients, c'est eux tes patrons parce que... Puis, ils te payent cher. Fait qu'ils veulent des résultats. Tu as comme une obligation de résultats, même si... Légalement, tu n'en as pas, mais là, c'est comme je te paye X nombre de l'heure, je veux avoir un résultat. Fait qu'il y a une pression incroyable. Il n'y a pas beaucoup de place à l'erreur. Puis quand que ça se passe mal, ben c'est toi qui n'es pas été du doigt. Fait que définitivement que je leur lève mon chapeau. Moi, avec ma personnalité puis mon caractère, je pense pas que j'aurais été capable de gérer ces puis l'injustice, puis tout ça, qui vient avec ça, des juges qui l'injustice, ça a été une des dernières causes que j'ai faites au tribunal. Mon client, il avait une bâtisse commerciale, puis la personne qui est là, elle opère un commerce, elle n'a pas payé le loyer, ça fait presque 1 an. Puis lui, il a donné des chances. Fait que là, à un moment donné, il y en a assez, il veut résilier le bail. Donc, on résilie le bail, mais elle doit 1 an de loyer. Fait que là, il dit, bon, mais c'est pas grave, je vais garder les équipements qu'il y a à l'intérieur, au moins, je vais pouvoir le relouer plus cher parce que là, il y a les équipements. Fait qu'on fait une saisie. On s'en va, on saisit. La madame, elle doit plusieurs dizaines de milliers de dollars, puis là, on saisit ses équipements. Et bien, la madame, elle s'en va en cours pour casser la saisie en disant que c'est une saisie illégale parce que c'est des outils de travail. Dans la jurisprudence, là, tu ne peux pas saisir les outils de travail d'une personne. Parce que tu t'empêches de gagner sa vie. Exactement. Mais, puis on n'est pas contre ce principe-là. Non. Mais le juge, lui, c'était genre, « Ah, ben là, madame... » Ben oui, ben c'est normal, madame. OK, mais ça, c'est un outil. Fait que chaque affaire qu'elle a dit, ben oui, c'est un outil de travail. Puis là, c'était, ben la chaise, ben oui, c'est un outil de travail. Puis ça, ben oui, la table, j'ai besoin d'une table, monsieur le juge. Puis la boîte de Kleenex, ben oui, mais ça aussi, c'est un... Fait que finalement... D'un coup que mon client pleure. Finalement, tout dans le local, c'est un outil de travail. Fait que, tu sais, non seulement le client, il a perdu, en fond, il a perdu 1 an de loyer,
ben, tous les frais qu'il a payés à l'avocat, dans le fond, ça n'y a rien ramené de plus. Fait que c'était tellement frustrant, j'étais tellement fâché que genre, j'étais dégoûté par le type de justice qui est toujours... Parce que, veux pas, dans notre société, on va tout le temps prioriser ou protéger le locataire. On va la maman, la veuve, l'orphelin. On ne peut pas être contre ce principe. Non. Mais tu as des vraies personnes qui sont propriétaires, mais eux aussi, ils ont des créanciers. Puis ils ont des familles aussi. Ils ont des familles. Eux aussi, là, tu sais, je sais pas, mais c'était combien de 30, 40, 50 000 de loyer qui ont. Mais c'est 30, 40 000 qu'il va avoir de moins. Puis il va dire, mais c'est des propriétaires. Les autres sont riches. Non, c'est pas tous les propriétaires qui sont riches. Non. Fait que on a souvent polarisé les gens en disant, mais lui, c'est le méchant, puis lui, c'est le bon. Même dans le travail. Hein, toi, là, c'est pas grave, ces employés de vol, là, parce que tu ont payé moins cher, puis vous avez bien de l'argent. Fait que, c'est sûr que c'est ça, cette mentalité-là. Je te conte une histoire. Oui. Je ne l'ai pas compté, là, fait que c'est bon. Il y a un de nos employés de confiance, ça fait plusieurs années qu'il est avec nous. Il nous a fraudé 30 000 $. Fait que la première chose qui arrive, c'est tu es un peu sous le choc. La personne, elle admet, elle dit, ouais, c'est vrai, je veux vous rembourser, tout ça. Là, il ne nous repayait pas, il n'avait pas les moyens. Fait que, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu décides de porter plainte. Aujourd'hui, là, vas-y, va porter plainte, il faut que tu ailles au poste, tu remplis un rapport. Puis j'ai demandé, tu sais, sincèrement, est-ce que... Puis ils m'ont dit, honnêtement, on va le crisser sur une tablette. Mettre sur une tablette, puis ça va prendre de la poussière. Ils n'ont pas les budgets pour enquêter sur ces affaires-là. Puis t'es comme, OK. Mais là, ce gars-là, il va aller travailler ailleurs, il va faire la même chose. Mais ça va être le problème de l'autre. Puis c'était comme, anyway, vous avez des assurances. Puis c'est genre, mais attends une minute. J'ai payé mes assurances. Si je réclame, ils vont augmenter. Ils vont augmenter. Puis après ça. Mais tout ça pour dire, c'est dur aujourd'hui parce que quand c'est pas les clients, c'est un employé. Quand c'est pas ça, c'est une autre situation. C'est la CNSST qui rentre pour n'importe quelle niaiserie. Puis ils veulent toujours pointer l'employeur ou le propriétaire comme étant le méchant. Puis d'une façon ou d'une autre, ça se retourne toujours contre toi. Puis j'ai jamais eu de suivi du service de police. Jusqu'à temps qu'il y a une enquêtrice qui a appelé. Puis son but, c'était juste de fermer le dossier. Fait qu'elle était comme, ouais, mais là, tu sais, il n'y a pas vraiment de preuves. Je suis comme, on a une vidéo de monsieur. Ouais, mais tu sais, c'est pas suffisant. Je dis, OK, mais il y a une admission. Par message texte, il a admis. Non, mais tu sais, en cours, l'admission. Je dis, mais il a signé une reconnaissance de dette. Oui, mais tu sais, du point de vue civil. Fait que je suis comme, écoutez, vous voulez juste fermer le dossier clairement, comme vous voulez pas enquêter là-dessus. Non. Je dis, bon, mais parfait, fermez le dossier. Comme moi, ça ne change rien pour moi dans ma vie. Par contre, en tant que citoyen corporatif, je me disais, c'est frustrant. Ça montre que ce gars-là, il a une tâche sur son dossier parce que les prochains, ils vont le savoir. Si personne ne le fait, là, il va continuer. Même si tu fais une enquête criminelle là, de crédit puis criminel sur quelqu'un que tu engages, il va faire la même chose ailleurs. Puis c'est le plus vieux truc dans in the book, surtout dans les commerces de détail. Les employés, des fois, ils font un retour puis ils se remboursent sur leur carte. Ah ouais. Fait que nous, on a des mécanismes maintenant, puis tu sais, c'est plus possible. Parce qu'on ne surveille jamais ça. Mais quand tu as un volume de ça respecte certains... Sur un chiffre d'affaires de 50 millions, c'est dur de voir... La paire de souliers à 70$. Que c'est des petits montants, mais réguliers. Mettons, ils donnent un échange, puis les autres, ils se remboursent, quelque chose comme ça. Fait que le client dit, oh non, on ne peut pas vous rembourser, je t'échange, mais je prends la boîte, puis whatever. Donc, il y a des petits... Ouais, puis ça, c'est à part du stock qui peuvent... Oui, mais ça, on n'en parle même pas. Ça, c'est un tout autre sujet. Puis la plupart du vol, souvent, c'est à l'interne, tu sais. Ouais. Mais, puis c'est souvent, mais là, c'est les autres, les méchants. Fait c'est la confiance là, des employés. Puis là, tu te dis, puis tu sais, puis en détail, moi, c'est pas quelque chose que je vis, là. Mais ça arrive n'importe où, là, tu sais. Mais c'est pas quelque chose que tu vis. Toi, tu as des tuteurs. Oui, c'est ça. Là, ça se pourrait que je rencontre un de tes clients ici qui te paye, puis là, je fais un deal avec le client qui va venir directement chez vous. Oui, c'est ça. Moi, ils ont des conventions. Oui, mais c'est sûr qu'il y en a qui s'essayent. Tu peux faire signer qu'est-ce que tu veux. Ouais. Tu pourras jamais empêcher quelqu'un de gagner sa vie puis travailler. Essaie de poursuivre la fille, tu vas voir que tu vas avoir un je peux te dire que je suis assez ferré là-dessus. Moi, je te dis qu'ils ont des conventions sonnées, puis justement, ils peuvent pas... si on a des liens avec eux comme professionnels, ils peuvent... En tout cas, je me suis pas mal ferré. Je te dis pas qu'il y en a qui se sont pas essayés,
Mais moi, ce que j'aime plus, ce que je trouve plus encore intéressant là-dedans, c'est quand j'ai un client qui va s'essayer de voir une jeune femme de 22, 23 ans ou de voir un monsieur qui travaille avec nous depuis 15 ans, puis que le parent s'essaye, puis dit hey, écoute, puis là, j'ai mon tuteur ou ma tutrice de 23 ans qui dit non, j'ai signé des conventions, j'ai un lien avec accompagnement scolaire. Moi, je me dis, ces gens-là ont une bonne éducation. Leurs parents leur ont enseigné, comme moi, j'enseigne à mes enfants, que quand tu mets ton nom sur un papier, quand tu t'engages même d'une parole avec quelqu'un, comme dans le temps de nos parents qui se donnaient une poignée de main puis que c'était une parole. Fait que moi, je suis fière. Puis moi, il y a des clients que j'ai même flushés comme ça. Je dis, écoutez, regardez, c'était clair sur votre contrat. C'était, etc. Fait que, regarde, tu veux trouver quelqu'un d'autre, trouve-toi quelqu'un d'autre. Mais ça arrive. Je le sais qu'il y en a qui l'ont fait pareil, mais ces gens-là, moi, je me dis, finalement, tu as la loi de l'univers. Tu as la justice des avocats, tu as la justice de la police. Toi, tu crois au karma. Moi, je sais pas, tu sais, bien de la difficulté avec ça parce que des fois, on dit, ouais, mais la vie va s'en charger. Il y a des gens qui s'en tirent quand même bien, puis c'est frustrant. Ils vont rester crosseurs toute leur vie. Là. Exact. Puis tu parlais de quelqu'un qui veut devenir entrepreneur ou quelqu'un qui veut se lancer en affaires. Si tu es prête à vivre tout ça, parce que c'est ça la réalité. On peut parler des belles choses, mais ça, c'est une réalité. Ah, les trahisons, puis même les associations, qu'à un moment donné, ça marche pas. Là, si t'es 50-50, tu peux t'ostiner longtemps. Là. Moi, c'est pour ça que j'ai décidé d'être tout seul dans ma business. Je me chicane avec moi tout seul. Là. c'est ça. C'est important. Familial, c'est un autre défi aussi, une entreprise familiale. Là. Tu sais, c'est pas toujours tout le monde qui est d'accord, là. Puis un veut plus continuer l'aspect Mais c'est la vision, des personnes avant. C'est quoi ta vision? Puis si la vision n'est pas claire, fait que si tu veux te lancer en affaires, là, la première chose que tu as besoin, c'est une vision claire. Puis souvent, c'est ça que les gens n'ont pas. Fait que là, tu pars, mais tout le monde pousse vers une direction qui est différente. Puis il faut que la mission, elle soit claire. Il faut que les gens qui travaillent avec toi, ils connaissent c'est quoi ta vision et ta mission. Il faut que tu le communiques. Ah, il faut avoir les reins solides. Puis imagine-toi être une femme en affaires. Moi, je dis toujours, ça fait 30 ans, j'ai fêté mon 30 ans, puis j'ai toujours dit, être une femme en affaires, ça prend 2 paires de couilles. Puis la deuxième, il faut qu'elle soit en béton. Tu sais, fait que c'est tout. Ça fait pas chic, là. Mais c'est vraiment ça, parce que c'est pas évident, là, d'être une femme en affaires, peut-être un petit peu plus aujourd'hui, mais encore là, recule 15, 20, 25 ans, 30 ans en arrière, là, même si le milieu, mon milieu, c'est l'éducation, tu sais, j'en ai eu des petits shows de testostérone, moi, de parents, de pères qui m'appelaient, qui n'étaient pas là, ils n'étaient jamais venus pour les services de leurs enfants. Puis à partir du moment où, dans le contrat, il y a quelque chose qui ne fait pas son affaire, c'est le monsieur, tu sais, qui appelle la petite madame qui a sa business, là. C'est pas, tu sais, c'est plate à dire, mais c'est souvent ça qui arrive, tu sais, de dire, ben, attends, moi, te l'appeler ta petite madame, toi, qui est en affaires. Fait qu'il faut avoir les reins solides, d'être une femme en affaires, là. Faut avoir les reins solides. Déjà, là, d'être entrepreneur. Est-ce que moi, c'est à refaire? Je le referais? Oui, je pense que oui, parce que j'ai vu avec la COVID que j'avais une excellente business. Tu sais, moi, j'étais service essentiel, j'ai arrêté 24 heures. Fait que j'ai pu voir que j'avais une très, très bonne business. Puis j'aime la liberté que ça m'a donnée, même si je vais travailler toute ma vie, même si mes enfants m'ont déjà vu marcher dans le sud, régler des affaires pendant qu'eux autres s'amusaient dans l'eau, ben, tu sais, on tire jamais la plug, là. Non, exactement. Tu sais, on est toujours au bout d'un téléphone, on est toujours... Mais ça amène d'autres côtés positifs dans ma business à moi que je ne changerais pas. Puis j'étais tout seule à décider. Fait que mes mauvais coups, je les assumais tout seul. Puis mes bons coups, je les assume tout seul aussi. Fait que, tu sais, ça fait... C'est ça. C'est une autre affaire. Côté dépendance, quelqu'un qui vit une dépendance, tout ça, là, parce que je veux que tu laisses des messages avant qu'on se quitte. Ceux qui vivent une dépendance, puis comme toi, là, qui sont à leur première, tu sais, qui ont déjà arrêté une fois, puis qui ont une rechute, puis ou qui n'ont pas encore fait le premier move de réhabilitation, tu leur dis quoi? T'es-tu tanné de souffrir? T'es-tu tanné de souffrir? T'as-tu envie de changer? C'est possible. C'est possible de se libérer de cette obsession-là. Il y a des solutions. Il faut que tu sois prête à faire tout ce qu'on te suggère. Puis... t'es pas tout seul. Tu sais, je pense que le principe le plus fondamental, c'est qu'on n'est pas seul. Il y a plein de personnes qui vivent exactement, puis des fois, tu serais surpris de voir c'est qui les personnes. Des fois, la maladie de la dépendance, c'est une maladie d'isolement. On pense qu'on est seul. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Il faut avoir de l'humilité pour demander de l'aide, du courage. Puis, je te promets que si tu le fais, il y a plein de belles surprises qui t'attendent. Puis, tu
sais, on parle des récompenses puis des cadeaux, mais moi, le rétablissement, les choses que ça a amené dans ma vie, c'est exceptionnel. Et les gens qui m'entourent aussi, ça l'a changé. Vraiment, tu sais. Je suis entouré de gens qui m'inspirent, de personnes, des colonnes, tu sais, solides de gens qui me gardent solide dans mon établissement. Fait que, juste de tendre la main et dire j'ai besoin d'aide. Puis tu as le droit de tomber aussi. Tu as le droit d'avoir une rechute, d'avoir 2 rechutes. Chacun a un parcours L'important, c'est de différent. te La relever. rechute, c'est pas obligatoire. Non. On pense des fois que ça fait partie normale. C'est pas obligatoire de vivre ça. Il y a des gens qui ont jamais rechuté, puis tant mieux pour eux. Mais de faire le premier pas, d'avoir de l'humilité pour dire j'ai besoin d'aide, d'être capable d'accepter aussi que tu n'es plus capable de le faire tout seul. C'est dur là, d'essayer de se contrôler. L'affaire qui est la plus facile, c'est de ne pas prendre son premier verre, de ne pas prendre sa première consommation, de rester loin de la tentation. Puis il y a des trucs pour ça. Il y a des solutions pour ça. Fait que il y a plein d'associations qui sont gratuites. Tu te présentes là-bas, il n'y a pas de droit d'entrée, il n'y a personne qui te juge. C'est tous des dépendants. C'est tous des gens qui vivent la même affaire. Après, si tu veux aller chercher encore plus d'outils dans ton coffre, tu peux faire des thérapies. Si tu as les moyens, il y en a qui sont incroyables. Ensuite, il y a d'autres qui sont payés par l'État. Il y a la réduction des méfaits, le CADM. Il y a une ligne, là, aide, drogue et alcool. Tu peux aller en ligne, il y a toutes les ressources. Puis, tout dépendamment du milieu que tu viens, ils peuvent te trouver une thérapie proche de chez vous. Fait que définitivement on n'est pas seul, puis c'est rendu de plus en plus comme connu. Tu sais, c'est une maladie. C'est pas de ta faute, là. Souvent, on parle de t'as pas la bonne volonté, c'est toi qui as décidé de consommer, mais non, la dépendance, là, c'est une maladie. Pourquoi on ne dit pas à quelqu'un qui a le diabète, c'est de ta faute, ou quelqu'un qui a un cancer, oui, ça, j'avais trouvé ça intéressant, ton gars-là. Tu disais, tu sais, quelqu'un qui va dire, c'est toi, c'est de ta faute, quand tu as voulu consommer, c'est un choix que tu as fait, contrairement justement à un cancer ou à... Les gens sont plus sympathiques aux gens qui ont des maladies comme ça, mais je pense que c'est en train de shifter dans la mentalité des gens de, hey, OK, c'est une maladie, c'est pas un choix, là, tu sais, je décide pas consciemment aujourd'hui, je vais perdre la maîtrise de ma vie. Ben, si tu as perdu la maîtrise, il y a une façon de reprendre le contrôle, puis il y a tellement des belles solutions. Puis honnêtement, moi, je ne savais même pas que ça existait, ces solutions-là, ces ressources-là. Puis tu sais, AA, toutes ces fondations, toutes ces associations-là, souvent, les gens qui font partie, ils parlent de l'anonymat. Fait que c'est comme, ils sont mal à l'aise que tu t'en parles, parce que ça devrait être comme secret dans le sens que c'est anonyme. Moi, je dis, ben, si on n'en parle pas, il n'y a jamais personne qui va les connaître. Fait que si moi, je ne m'identifie pas, il n'y a personne qui va se dire, bon, mais peut-être que moi aussi, je suis un alcoolique. Fait que dans Alcoolique Anonyme, il y a des personnes incroyables, il y a des ressources incroyables. Il y a sûrement une réunion qui se passe proche de chez vous, puis tu ne le sais même pas. Il y en a partout. Il y en a à toutes les heures du jour. Il y a des réunions le matin, le midi, le soir. Fait que tu trouves la place, puis tu t'entoures de gens qui sont en rétablissement et qui vivent les mêmes choses que toi. Fait que moi, je sais que ça m'aide beaucoup. Ça me tient dans mon Puis il y a des parrains, marraines aussi qui peuvent... Ça fait partie du processus. Tu peux te trouver une personne qui est comme un guide à travers tes étapes. Il y a un programme, il y a 12 étapes. Puis ça a été créé il y a 85 ans par 2 hommes qui ont inventé les alcooliques anonymes, Bill et Bob. Fait que des fois, quand tu entends des gens qui disent « Je suis un ami de Bill puis Bob », ben, ils veulent dire qu'ils sont dans ce processus-là. Mais ouais, je pense qu'on est en train de briser ces tabous-là sur c'est qui un alcoolique puis indépendant. Puis je peux te jurer qu'il y a bien plus de monde qui ressemble à moi dans des réunions que l'idée qu'on se fait d'un ivrogne. Oui, c'est ça, de quelqu'un plus sur l'aide sociale qui n'a pas... Puis une affaire aussi, c'est des gens de cœur. Regarde, les dépendants, là, c'est tous des personnes qui veulent plaire, qui ont des souffrances. Oui. Ça, c'est une chose qui nous unit beaucoup. On parle souvent du vide, le vide intérieur, que tu ne sais pas exactement c'est quoi. Et que tu veux remplir avec, justement, ta consommation. Exactement. Mais il y a des solutions. Il y a des solutions. Puis toi, ce parcours-là, justement... Est-ce que tu dirais que, mettons, que tu n'aurais jamais consommé, tu n'aurais pas été le même homme? Moi, je suis vraiment fier puis je referais le même parcours parce que ça m'a amené à d'autres places. Fait que, il n'y a pas de regret là-dedans. On dirait que c'était comme le chemin que je devais faire. Aujourd'hui, à travers ça, je peux... Pour devenir l'homme que tu deviens puis que tu aspires encore à devenir.
Ouais. Qu'est-ce que tu veux transmettre le plus à tes enfants? Et ça, c'est une bonne question. C'est quoi que je veux transmettre le plus? Il y a plein d'affaires que je veux leur Tu as le droit à transmettre. plusieurs choses. Hein. Mais, tu sais, moi, j'aimerais ça qu'ils soient vraiment... Tu sais, j'en ai parlé tantôt du bonheur, puis de trouver leur passion, puis leur raison d'être. Je pense que ce qui me manquait, moi, c'était une raison d'être. De trouver c'est quoi mon why. Là, j'ai l'impression d'être sur mon X. Fait que le fait d'aider d'autres dépendants, moi, ça me garde, ça me donne une raison d'être, une raison de vivre. Je me sens comme c'est comme plus grand que moi. T'es valorisé. Fait que je trouve que si tu n'as pas un plan, si tu n'as pas une raison d'être, c'est dur d'être heureux dans la vie. C'est pas les choses matérielles, les voyages, qui vont te rendre heureux. Ça va te donner des moments de joie, mais ça ne te rendra pas une personne heureuse dans la vie. Fait que j'espère qu'ils vont trouver rapidement une raison. Ils peuvent réussir dans la vie, mais tu veux qu'ils réussissent leur vie. Exact. C'est ça. C'est bien dit. Réussir dans la vie, c'est une chose. C'est important parce que, bon, tu sais, ça nous valorise tout ça. Mais de réussir sa vie, c'est encore plus important. Tu as dit que tu as écouté quelques-uns de mes podcasts. Es-tu rendu jusqu'à la fin? J'ai presque fini celui avec Luc. Donc, est-ce que tu as vu que je remettais des diplômes à la fin? Non, j'ai pas vu ça. Ah, c'est une surprise, comme pour la plupart. C'est super, parce qu'il y en a beaucoup qui écoutent, mais ils n'écoutent pas jusqu'à la fin parce que souvent, ils sont longs. Alors, je remets un diplôme à tous mes invités. Tu auras ton diplôme. Alors, certificat d'engagement décerné à Angelo Rubino pour son baccalauréat en droit et son parcours d'avocat, pour l'entreprise familiale qu'il a su faire croître avec d'autres membres de sa famille, pour les franchises acquises et les opportunités d'affaires, pour la communauté italienne qu'il représente et dont il est fier, pour son rôle de père qu'il a décidé d'assurer de manière responsable et engagée, pour son podcast, et j'aurais pu dire ses podcasts, et sa fondation Grain d'espoir, pour tous ces humains auxquels il assure une réhabilitation à la hauteur de leurs besoins, pour ses amitiés durables et sincères, parce qu'au nom des valeurs qu'on lui a transmises, il s'assure que les bottines suivent les babines. Il faut bien que je fasse un petit lien avec les chaussures. Parce qu'autant en affaires qu'en amour, il s'est assuré de trouver chaussures à son pied. Wow! Elle est bonne, hein? Attends les deux autres. Perché ha scelto una vita più sana e migliore. Wow. Perché gli auguriamo infinita sobrietà. Merci, thank you, grazie molto, Angelo. Merci, c'est le plus beau certificat que j'ai reçu dans ma vie. Hey, avec des petits trucs en italien. J'espère que j'ai prononcé pas pire. C'était très bon. Puis, tu sais, souvent, les Québécois francophones, on a une belle prononciation en italien parce que c'est une langue latine. Ben oui, c'est ça. C'est peut-être un petit côté espagnol que je maîtrise un petit peu plus, mais moi, j'adore l'italien. C'est ma langue. Écoute, quand je vais en Italie, je suis capable de tout lire. Je comprends tout. Tellement que j'aime ça. Ben merci. Écoute, merci d'être venu me rencontrer. Je pense que c'est un au revoir. Là. Tu m'invites à ton podcast. Ouais. Ça va me faire plaisir d'être là. C'était une date. On va se revoir dans un autre contexte. Puis, vraiment, ben moi, je te remercie au nom de tous ceux que tu ailles. J'en ai vu une justement à ton gala. Qui est allé témoigner. Puis, ben, l'exemple que tu donnes, puis d'en parler ouvertement, ça aurait été plus facile pour toi de vivre ta thérapie, de sortir de ça, de continuer à être un homme d'affaires, puis d'être derrière la scène de tout ça, puis de jamais en parler, puis de jamais te commettre là-dedans. Je pense qu'à ce moment-là, tu deviens un modèle pour toutes les personnes qui veulent se sortir de leur dépendance. Mais c'est important d'avoir des modèles dans la vie. Oui, puis des modèles parce que, comme tu disais, on a une image des gens qui consomment, que c'est des gens sans argent, qui ont juste ça à faire, puis qui prennent leur chèque d'aide sociale. Puis il y en a, là, tu sais, qui vont le boire, là, qui vont consommer leur chèque. Mais il y en a beaucoup dans la communauté qui sont en affaires, mais dans la communauté avec des grandes professions, avec des gens qui font beaucoup d'argent aussi. Ça, je me dis, ben au moins, tu as cette image-là de dire, regarde, tu sais, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Puis en même temps, ben tu t'impliques. Fait que tu n'as pas juste vécu ta thérapie, tu t'es pas juste sorti de ça, ben tu continues à faire le bien autour de toi. C'est ça qui me garde dans mon rétablissement, de m'impliquer. Oui, parce que, tu sais, à quelque part,
c'est pas égoïste, mais je suis sûre que tu le fais aussi pour toi, tu sais, c'est sûr, parce que ça te permet d'être constamment là-dedans, puis tu sais, moi, les rencontres que je fais, là, ça me fait grandir, je le fais avant tout pour moi, je le fais pour ma mission, mais à chaque rencontre que je fais, ça me permet d'être une meilleure personne, puis tu sais, je le fais avant tout pour moi aussi. Et je te remercie au nom de tous, puis vraiment, ça fait un plaisir, cette super rencontre. Merci, Andrew. Merci, on se voit bientôt. Bientôt.